avec cette question, qui est la question de la séquence que je vous propose. Marine Le Pen condamnée. Pourquoi? C'est une bonne nouvelle. C'est une excellente nouvelle même. Et c'est ce que je vais essayer de vous démontrer. Taisez-vous. Non mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Alors, évidemment, comme d'habitude, vous le savez, on est chez Juste Milieu. Donc là, je vous fabrique pas des kits, des kits prêts à penser, où je vous dis, bah voilà, voilà, tu sais, sur une réduction assez simpliste des faits, on va regarder comme d'habitude tous les faits, on va mettre sur la table des idées qui même parfois vont se contredire entre elles, mais l'idée est de faire un travail comme d'habitude de juste milieu. Je vous propose tout ce qu'il y a, je vous propose quelques éléments d'analyse, et vous en faites évidemment ce que vous voulez. C'est pas mon problème après de savoir si vous êtes d'accord ou pas. Moi, je m'en fous. Je propose des éléments d'analyse, parfois qui sont les miens, et l'idée c'est de débattre, construire des désaccords comme d'habitude. Et là, c'est vrai qu'il y a de quoi. Voilà. Il y a de quoi parce que déjà le thème de la vidéo, t'as vu, est-ce une bonne nouvelle? Là, j'ai des gens, ils vont me dire, ah, t'es un gauchiste, c'est un coup d'état des juges, t'encourages ça. Calmez-vous. Calmez-vous. Et on est tout à fait d'accord là-dessus. Ça fait absolument le jeu d'Emmanuel Macron ce qui se passe, mais c'est peut-être un petit peu plus compliqué que ça. Et je pense qu'effectivement, le système s'est définitivement démasqué, sans mauvais jeu de mots, et on est bien. Alors, pourquoi je vous fais cette réaction à chaud? Parce que c'est vrai que j'aime pas ça. En général, vous savez, j'aime bien, sur des grands événements comme cela, j'aime bien prendre le temps et revenir un peu à froid pour donner mon avis, comme tout le monde. Mon avis ne vaut pas plus que celui des autres. Mais d'essayer d'avoir un peu de recul, voir ce qui se passe, vous savez, les secousses qui suivent après un tremblement de terre. Pourquoi je me sens un peu plus légitime que d'habitude de réagir à chaud aujourd'hui? C'est parce que ce qui se passe, je vous l'avais dit il y a 6 mois. Sans jouer à Nostradamus, on connaît de toute façon mes qualités en pronostic, c'est quand même pas le Brésil, comme on dit. Mais là, pour le coup, je me rehausse du col. Je suis pas peu fier. Je suis pas peu fier. Voici la vidéo, regardez, publiée sur YouTube le 26 septembre 2024. Tu vois, j'ai des preuves. Regardez ce que je vous disais à ce moment-là. Reproche au RN d'avoir mis en place un système permettant d'utiliser des fonds européens pour rémunérer des collaborateurs qui travaillaient en réalité uniquement pour le mouvement. Marine Le Pen, aujourd'hui, elle risque 10 ans de prison, 1 million d'euros d'amende. Alors bon, ça c'est, on connaît la justice aujourd'hui, donc elle va faire 3 heures de prison et 15 euros d'amende, mais elle risque surtout une peine d'inéligibilité. Voilà. Et quand la peine va être prononcée, là, le gouvernement sera peinard. Pour être vraiment tout seul, il n'y aura plus besoin de chouchouter le RN. Peut-être que Marine Le Pen sera inéligible et Jordan Bardella sera la tête dominante du RN. Et Bardella, je vous le redis, c'est Attal qui a fait 6 mois de plus chez Basic Fit. Vous la voyez venir, l'escroquerie? Voilà. Donc, t'as compris l'histoire. Il y a 6 mois, je vous avais annoncé ça, je le redis, c'est pas une prédiction, je l'ai pas vu dans ma boule de cristal, ni dans ma boule tout court, mais ça me semblait cousu de fil blanc que l'inéligibilité de Marine Le Pen n'était pas du tout un coup d'arrêt pour le RN, bien au contraire, que ça permettait de l'écarter elle, mais pas le RN. On y reviendra, c'est très important. Prenons les faits dans l'ordre. Prenons les faits dans l'ordre. Le résumé des faits est déjà cette condamnation. Alors, vous l'avez vu, on ne parle que de ça aujourd'hui. Je pense que tout le monde est au courant. 5 ans d'inéligibilité avec effet immédiat, ainsi que 4 ans de prison, dont 2 fermes aménagées sous bracelet. Donc, elle pourra se fournir peut-être chez Sarkozy et fils. Voilà, les bracelets qu'il vous faut. C'est peut-être. Plusieurs autres cadres du RN ont été condamnés, notamment Julien Audoul, par exemple, parmi les têtes les plus médiatiques. On a beaucoup parlé aussi, il faut le rappeler, les conditions de l'exécution provisoire. Les juges ont retenu le risque de récidive et d'antécédents judiciaires. Donc, on rappelle que Marine Le Pen n'avait jamais été condamnée auparavant et que le risque de récidive, dans la mesure où elle n'est plus ni présidente de parti, ni députée européenne, c'est compliqué. Mais voilà, il faut rappeler que cette décision des juges est curieusement motivée, ce qui n'empêche pas ce que je vais vous dire tout à l'heure. Alors, un appel est possible. La question est de savoir si le verdict serait rendu avant ou après 2027. D'ailleurs, breaking news, on a appris par l'un des avocats du parti que l'appel allait être interjeté. Écoutez ça. Ce qui est le premier point. Le deuxième point, c'est que je suis assez, je le dis lourdement et solennellement, assez consterné de voir que l'un des motifs qui permet pour le tribunal
de retenir l'exécution provisoire et l'exercice par Madame Le Pen d'une défense. La présidente a indiqué que parce que Madame Le Pen, comme les autres prévenus, avait exercé les droits de la défense, comme par exemple demander une prescription, ce qui est quand même la base de n'importe quelle défense, de n'importe quel prévenu, eh bien, il y avait un risque de réitération ou de récidive. C'est totalement, absolument incroyable. Il y a une forme de criminalisation de la défense que je trouve, pour ma part, extrêmement scandaleuse. Donc, elle a prié Marine Le Pen. Elle vous le dira elle-même. Ce qui est certain, c'est que son avocat est particulièrement mécontent et que je crois que je ne suis pas le seul des avocats qui ont assuré la défense des prévenus dans cet état d'esprit. Il y a vraiment, de ce point de vue-là, une façon de procéder, une façon d'imaginer la récidive, encore une fois, en disant vous avez exercé la défense, c'est moche, c'est louche, vous êtes donc, de près ou de loin, en mesure de réitérer des faits. C'est pour ma part, une première. Vous dites qu'elle va faire appel. Est-ce que vous pensez que cet appel peut intervenir avant 2027 et lui permettre d'être candidate à la présidence? Mais c'est tout le problème de l'exécution provisoire. Chacun sait ici qu'il n'existe pas de recours contre l'exécution provisoire. C'est-à-dire que Marine Le Pen, malgré son appel, ne peut saisir aucune institution, aucun élément, j'allais dire aucun tribunal pour voir suspendre cette exécution provisoire. C'est là où le bas blesse et c'est là où il y a une véritable difficulté. Mais j'imagine que si elle le faisait, on lui dirait qu'on lui reprocherait encore de se défendre. C'est un cercle absolument vicieux et je trouve fondamentalement que le coup qui a été donné aujourd'hui est un coup, pour le coup, je reprends les termes du tribunal, un coup à la démocratie. Voilà, donc un appel qui va être compliqué parce qu'effectivement, l'exécution provisoire rend toute contestation difficile. Donc on ne sait vraiment pas si Marine Le Pen pourrait être candidate en 2027. Quoi qu'il en soit, les chances sont quand même compromises. On prend quelques réactions. Alors pour les faits en détail, je vous invite à regarder n'importe quel média, de toute façon, qui en parle, si vous voulez le détail des condamnations et tout ça. On avance un petit peu, je vais vous parler des réactions. Alors, il y en a eu dans tous les sens, j'ai pris un peu de partout. Jordan Bardella, forcément l'un des premiers concernés aussi, qui a dit aujourd'hui ce n'est pas seulement Marine Le Pen qui est injustement condamnée, c'est la démocratie française qui est exécutée. Voilà, rien que ça. On a eu Prisca Thévenot, qui effectivement... est né avant la honte, comme on dit, qui nous a dit que le RN plaide en permanence pour des peines fermes. Je ne vois pas pourquoi Marine Le Pen serait au-dessus ou à côté du droit. Alors c'est vrai que Prisca Thévenot fait partie de ces rares macronistes qui ont trouvé qu'il était de bon ton d'intervenir. Alors qu'on rappelle que la Macronie, depuis 2017, s'est fait entrer l'accusé. Vraiment, 8 saisons, 53 épisodes... T'as des affaires de partout, t'as des condamnés de partout, mais il y a Prisca qui déboule et qui vient nous prouver que Marlène Schiappa n'était pas si original que ça. Donc non, bluffant. Très belle réaction, voilà, d'une macroniste qui a trouvé que c'était une bonne idée de venir l'ouvrir. Donc ça, c'est quand même du miel. Et le délice, vraiment miel, supplément Ovomaltine, c'est Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez lui-même, le roi des dîners à 100 000 balles. Pareil, il s'est dit, tiens, quelle belle idée. De commenter une décision de justice. Mais là, c'est une décision très lourde et exceptionnelle. Et donc, je veux quand même dire exactement ce que je ressens. Il n'est pas sain que dans une démocratie, une élue soit interdite de se présenter à une élection. Voilà, donc Lolo Wauquiez qui vient te dire que les décisions de justice sont trop dures et que ça n'est pas sain. Rappelons que le problème de notre justice, c'est qu'il n'y ait pas eu 2 décisions de justice sur Laurent Wauquiez. Voilà, donc c'est quand même... Voilà, voilà, c'est extraordinaire. C'est vraiment, t'as l'impression, tu sais que t'as les frères Dalton. Il y a Joe Dalton, il est au tribunal. Tu vas poser la question à Avrel. En fait, non, c'est pas. Voilà, tu te demandes aux citoyens à la rigueur. Mais quand tu demandes à des gens comme Laurent Wauquiez, si tu veux, qui c'est plus un casier judiciaire, c'est un vestiaire de salle de sport. C'est pas lui. Faut pas demander à lui. Donc bref, je vais arrêter les métaphores ici. Vous avez compris l'idée. Pêle-mêle, certaines réactions. Alors. Vous pouvez regarder à droite à gauche, il y en a eu d'autres, évidemment. On y reviendra tout à l'heure, mais petite pensée à tous les opposants politiques du RN qui disent « c'est une décision qui est vraiment pas bonne ». Rien ne vous empêche de faire une motion de censure contre le gouvernement si vous estimez que cette décision est motivée pour des raisons politiques. Mais bon, ça, c'est autre chose. On y reviendra tout à l'heure. Alors, rappel important, pour continuer un petit peu dans les faits, avant de rentrer dans l'analyse, une analyse qui sera subjective, comme d'habitude, ça ne sera que mon avis.
Et ensuite, on papotera ensemble, évidemment, pour qu'il y ait débat. Vous pourrez intervenir sur le Discord pour ceux qui le veulent, bien évidemment. Rappel important, cette affaire des attachés parlementaires au niveau de l'Union européenne, donc des attachés parlementaires factices, hein, pour vous résumer l'histoire, le RN qui, en 2014, aux élections européennes, a vu 23 de ses membres devenir députés européens, à ce moment-là, a vu l'occasion, alors que le parti était lourdement endetté à ce moment-là, ils ont vu l'occasion de, en gros, embaucher des gens, les faire payer par le Parlement européen en tant qu'attachés parlementaires, mais que ces employés-là faisaient des tâches qui n'avaient pas ou peu à voir avec les travaux au Parlement européen. C'était surtout pour travailler auprès des gens du parti, plutôt loin de Bruxelles, on va pas se mentir. Donc, une sorte de travailleurs détachés payés par Bruxelles, ce qui est une pratique courante au sein de l'Union européenne. Tout le monde fait ça, ou presque, hein, on va être très clair, jusqu'à François Bayrou. Déjà, pour moi, le scandale, c'est pas des proches de François Bayrou travaillent en étant payés par le Parlement européen, c'est des proches de François Bayrou travaillent. Je suis étonné qu'il n'y ait pas eu de réaction politique à ce moment-là. Mais le MoDem a été aussi condamné là-dessus. On y viendra aussi, vous inquiétez pas. Donc, pour être tout à fait transparent et au moins objectif sur cette question-là, cette pratique d'attaché parlementaire factice, elle est extrêmement courante pour les députés européens et étrangers, bien évidemment. Donc, comme je vous l'ai dit, ces faits remontent à 2014, ça s'étale sur un peu plus de 10 ans, ça concerne 23 députés européens et les employés liés, dans un contexte où le parti d'extrême droite était lourdement endetté. Le précédent Bayrou, je vous l'ai dit, il faut en parler, Bayrou qui avait été relaxé, je cite, au bénéfice du doute, hein, donc là aussi il y avait une manifestation du grand cirque Pinder qui est devenu la justice française, notamment dans ce genre d'affaires. Il faut quand même rappeler, pour être factuel, que sur le MoDem, on parlait d'un détournement d'argent de fonds publics estimé à 300 000 euros. Pour le RN, on parle d'environ 3 millions d'euros. Donc on a quand même des ordres de grandeur qui sont différents. Après, vous en tirez ce que vous voulez. Je vous dis pas ça pour défendre Bayrou ou Marine Le Pen. Je vous donne ces chiffres-là, vous en faites absolument ce que vous voulez. Puis loin de moi l'idée, si vous voulez, de défendre François Bayrou. Voilà, on ne défend pas un Premier ministre qui cache des affaires de pédocriminalité, bien évidemment. Donc, autre rappel utile quand même qui me semble important, et j'ai l'impression qu'on oublie un petit peu beaucoup, c'est que Marine Le Pen est coupable. Toute la question là qu'on va se poser aujourd'hui, c'est de dire oui, mais est-ce que c'est pas une atteinte à la démocratie? Oui, mais un coup d'état des juges? Oui, mais ça fait le jeu de Macron. Oui, on y viendra, peut-être que oui, peut-être que non. Mais en attendant, Marine Le Pen est coupable. Je veux juste rappeler ça quand même de manière assez claire. C'est un détournement de fonds publics. Ce qui, moi, me choque, indépendamment du parti politique concerné. Voilà. J'aimerais juste rappeler ça quand même, d'autant plus quand on se place dans la lumière de ce que Marine Le Pen déclarait elle-même par le passé. Alors, comme on dit, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Hein. C'est ce qu'on appelle le « en même temps » chez Emmanuel Macron. Marine Le Pen qui, il y a quelques années en arrière, nous déclarait ce genre de choses. Moi, j'ai entendu le président de la République dire « Oui, ce qu'il faudrait, c'est rendre inéligible la vie, ceux qui ont été condamnés. » Jusque-là, j'étais parfaitement d'accord, c'était dans mon projet présidentiel. Pour corruption et fraude fiscale. Ah bon? Et pourquoi pas le reste? Mais alors pourquoi pas pour favoritisme? Pourquoi pas pour détournement de fonds publics? Pourquoi pas pour emploi fictif? Moi, voilà. J'ai entendu ça, c'est une première séquence. Si on remonte encore un peu le temps, en 2004, elle était jeune, on était beau, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle nous disait ceci à ce moment-là. Tout le monde a piqué de l'argent dans la caisse, sauf le Front National. Et on trouve ça normal? Oh mais non, c'est pas très grave, à la limite, les Français en ont marre, mais les Français en ont pas marre d'entendre parler des affaires, ils en ont marre qu'il y ait des affaires, ils en ont marre de voir des élus, je suis navré de vous le dire, qui détournent de l'argent, c'est scandaleux. Parce que je vais vous dire, avec tout cet argent, ce qu'on aurait fait, hein, en termes de Restos du Cœur, en termes d'opérations pièges jaunes, c'est combien d'opérations pièges jaunes? Tout l'argent qui a été détourné par les élus. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y avait dans la rhétorique de l'extrême droite, en tout cas à ce moment-là du FN, quand Marine Le Pen commence à montrer le bout de son nez sur la scène médiatique, il y a cette rhétorique du tous pourris. C'est leur droit, il n'y a pas de problème, et c'est vrai que c'était séduisant. Comme quoi, hein, le temps passe et on devient parfois l'objet de ce qu'on déteste. C'est comme ça. C'est la vie, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça. Donc ces séquences-là, elles font mal, comme souvent les archives, mais bon, hein, tout le monde se dédie tôt ou tard, ça c'est la vie. Alors, on va rentrer un peu dans l'analyse. Comme je vous l'ai dit, qui est une analyse personnelle,
subjectives, et je ne cherche pas à défendre un camp ou l'autre. Je prends maintenant des millions de pincettes, parce que là, j'ai fait l'erreur de m'en prendre à Hanouna et C8 il n'y a pas longtemps. Alors, je suis à côté Julien Assange, c'est un Playmobil. Je te le dis. Non, je rigole, faut pas déconner non plus. Mais comprenez bien l'idée de juste milieu. Le travail que je fais n'a pas pour objectif de vous faire plaisir. Je le fais parce que c'est comme ça que j'ai envie de le faire. C'est comme ça que j'aime faire mon travail, qui est de mettre tous les faits sur la table, de vous proposer une grille d'analyse parfaitement biaisée, parfaitement subjective, et libre à chacun ensuite d'être d'accord ou pas, d'y adhérer ou pas, mais surtout libre à chacun de débattre et de ne pas estimer que si je critique tel ou tel personnage politique, c'est pour défendre tel ou tel personnage politique. Parce que sinon, je serais mal barré, je me suis farci tout le monde. C'est un petit peu compliqué. Donc, je le rappelle quand même, l'idée de juste milieu, c'est de faire du juste milieu, pas que quand ça vous arrange. Sinon, ce serait trop facile de taper sur Macron. Je passerais des journées tout à fait reposantes à vous dire Macron, c'est un vilain, et les pauvres, c'est pas bien qu'ils soient pauvres, c'est super, ça mange pas de pain, et je déçois personne. Mais moi, j'en ai rien à foutre de vous décevoir. Autrement formulé, tout comme j'en ai rien à foutre de vous rendre content, d'être content de par ce que je dis, parce que ça va dans votre sens. Ça, c'est pas mon problème. Mon problème, il est de faire mon travail, et après, voilà, vous en pensez ce que je voulais. Je suis pas un fabricant d'opinion, et je ne cherche pas à vous brosser dans le sens du poil. Que ce soit dit. Alors, pour prendre les choses dans l'ordre, les amis, au niveau de l'analyse, oui, c'est un nouvel exemple du coup d'état des juges. Évidemment. Évidemment que les juges, parfois surnommés juges rouges, à juste titre, en France, contribuent directement ou indirectement à fixer le pouvoir, à fixer les tendances de pouvoir en place. Évidemment, le coup d'état des juges, on rappelle, c'était d'ailleurs l'une des grandes théories d'Éric Zemmour dans les tout premiers bouquins qu'il ait pu écrire, ou d'ailleurs parmi ses meilleurs bouquins, je trouve. Donc, évidemment que les juges incarnent aujourd'hui un pouvoir qui permet de faire la pluie et le beau temps, comme on dit, et notamment sur la scène politique. C'est d'ailleurs pour ça que Emmanuel Macron, depuis son arrivée en 2017, met tout en œuvre pour séduire le barreau, vous me permettrez l'expression, et pour placer les bons pions aux bons endroits, notamment au niveau du Conseil constitutionnel. En témoigne le placement de Richard Ferrand il y a quelques semaines en arrière. On y viendra, parce que cette décision, elle a une lourde conséquence aujourd'hui. Donc, évidemment que vous avez une décision qui est motivée par des biais politiques et que cette décision de justice, elle est à la fois lourde de conséquences et lourde d'interrogations. Elle ne vient pas de nulle part. Il faudrait être bien naïf pour dire cela. Et je pars du principe que à partir du moment où ça concerne un opposant à Emmanuel Macron et que ça le sert, on peut légitimement se poser la question de la motivation réelle de cette décision, quel que soit l'opposant, de Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon. C'est là où l'honnêteté intellectuelle commande de dénoncer cela quand il s'agit de Le Pen, tout comme il faudra le dénoncer si un jour ça arrive à Jean-Luc Mélenchon. C'est là que j'essaie de faire le travail de juste milieu. Aujourd'hui, on ne va pas chialer juste parce que c'est Marine Le Pen. Et si demain c'est Mélenchon, on applaudit. Ça, ce serait partisan, ce serait idéologiquement biaisé. C'est votre droit, mais c'est pas mon idée, c'est pas l'idée de juste milieu. Donc ça, on est parfaitement d'accord. Sur la deuxième chose, je vous l'ai déjà dit, évidemment que ça arrange Emmanuel Macron. Évidemment. Parce que ça arrange Emmanuel Macron et le reste de l'échiquier politique. Aujourd'hui, Marine Le Pen, d'après les sondages, avec toutes les réserves que l'on peut avoir, c'est 34% au premier tour sur les sondages qui sont sortis ce week-end. Donc le 29 et 30 mars 2024, au moment où je vous parle. Donc c'est un personnage majeur de la scène politique. D'où le tremblement de terre. Parce que demain, vous mettez une telle décision sur un candidat qui fait 1%, c'est scandaleux sur le fond, mais sur la forme, tout le monde s'en fout. Là, vous avez une tête d'affiche, donc ça choque, ça interpelle, et ça fait le jeu d'Emmanuel Macron, bien évidemment. Bien évidemment. Troisième point, oui, la France a définitivement basculé dans un état où une caste bien identifiée fait le pouvoir. On est d'accord. On est d'accord. Quand vous voyez les affaires en Macronie, que vous voyez l'impunité à peu près généralisée, on pourrait faire un jeu un jour de voir les macronistes qui ont été condamnés, les membres du gouvernement ou anciens membres du gouvernement qui ont été condamnés. Effectivement, le jeu est compliqué. Donc quand on met en contraste les opposants politiques qui sont condamnés, forcément on se pose la question de dire « Ah oui, mais ça profite à la Macronie pendant que les macronistes, eux, ne sont pas condamnés. » Donc on est d'accord. On est d'accord qu'il y a une instrumentalisation de la justice en France qui est faite par le pouvoir en place, qui ne date pas de la Macronie, mais aujourd'hui, ce sont eux qui sont en place, donc ce sont eux qui en profitent. Sur ça,
on est d'accord. Mais, et là on commence à basculer dans l'autre partie de l'analyse, je vous ai dit, il ne faut quand même pas oublier dans cette affaire que Marine Le Pen est coupable. La question que l'on se pose aujourd'hui, c'est de dire, est-ce que c'est bien ou pas pour la démocratie? Est-ce qu'elle pourra se présenter, oui ou non? Mais elle est coupable. Et ça, je pense que personne n'en doute. Même au sein du RN, de tous les articles que j'ai pu lire ces dernières semaines sur la question, en interne, ils se préparaient à l'idée d'une condamnation. Toute la question portait sur l'inéligibilité. Mais sur le reste, ils avaient assimilé l'idée qu'elle était coupable. Donc, ne mélangeons pas les choses. Là, il y a un renversement qui est en train de se faire, où on est en train de nous expliquer que finalement, la victime, c'est Marine Le Pen. Si Marine Le Pen est victime, ça n'est que de sa culpabilité. Qu'on soit quand même bien d'accord. Il y a eu détournement de fonds publics. C'est factuel. Donc, ne renversons pas les choses non plus. Oui, c'est un coup d'État des juges. Oui, ça arrange Macron. Oui, nous avons basculé dans un État autoritaire où le pouvoir en place fait la pluie et le beau temps dans les médias, dans la politique, dans tout ce que vous voulez. Mais en attendant, Marine Le Pen est coupable. Si le parti ne s'était pas rendu coupable de ce genre de fait, il n'y aurait pas eu de question aujourd'hui. Personne ne se poserait la question. Donc, faut quand même pas renverser les choses. Quand même pas renverser les choses. Parce que être opposant politique ne donne pas tous les droits. Ça n'est pas parce que vous faites 15% dans les sondages que vous avez le droit de détourner de l'argent public, de faire des cambriolages, de cramer des bagnoles. Hein, je pense que là-dessus, tout le monde sera d'accord. C'est-à-dire que... Ou alors, à accepter l'idée qu'à partir du moment où vous êtes opposant politique, le fait de vous éloigner de la vie politique est une marque d'autoritarisme, bah dans ce cas-là, tout le monde peut faire n'importe quoi. Demain, Mélenchon, il peut cramer Versailles, comme l'a demandé Jean-Michel Apathy, et bah oui, mais il est opposant politique, on peut rien lui dire. Ce serait absurde. Ou alors, si on accepte cette idée-là, faut aller au bout. C'est-à-dire que demain, si vous avez, je sais pas, je sais pas qui on peut trouver dans la Macronie, j'ai envie de chercher quelqu'un qui a été condamné dans la Macronie, mais ils ne le sont jamais. Donc, enfin bref, si on tire la réflexion jusqu'au bout, on va avoir n'importe qui aux élections. Hein, si on a Marco Mouli au second tour, il ne faudra pas s'étonner. Si le simple raisonnement est de dire on ne peut pas éloigner de la politique quelqu'un qui est un opposant, ça ne tient pas. Je pense qu'on est d'accord là-dessus, on ne va pas faire 2 heures. Donc, je le redis, Marine Le Pen est coupable, enfin, est victime de sa culpabilité. Ne mélangeons pas les choses. Les faits sont reconnus, les faits sont clairs de détournement de fonds publics. Ça, c'est une chose. Un autre des raisonnements, qui vient souvent dans ce genre d'affaires, et je l'entends, mais j'irai pas, comme dirait l'autre, évidemment, on va se dire, ouais, mais il y a des pourris dans tous les partis. Évidemment. Mais actuellement, notre vie politique est devenue une immense fromagerie. C'est-à-dire qu'on cherche sur quel rayon il y a le plus de pourriture. C'est dire où on en est. Parce que l'argument de c'est pire dans les autres partis, je l'entends, et je ne vais pas le nier. Et oui, il y a des affaires de partout. Il y a des casseroles de partout. Mais rendez-vous compte de où nous en sommes. C'est-à-dire que la vie politique française est tellement peuplée d'ordures qu'on se promène tous dans une déchetterie à ciel ouvert en se disant où est-ce que c'est un petit peu propre. Mais ça pue la merde de partout. C'est ça qui est grave. C'est pas que l'on s'acharne sur l'un un peu plus les uns ou un peu plus les autres. Nous sommes en train de mesurer qui est le moins pourri dans l'histoire. Donc, loin de moi l'idée de crier aux tous pourris, mais il va falloir qu'ils fassent un effort un jour quand même. Parce que c'est vrai que des partis majeurs, PS, LR, RN, LFI, des partis majeurs dans les pouvoirs, dans les forces politiques en présence, ces partis majeurs où il n'y a pas de casserole, eh bien aujourd'hui on les cherche. Donc moi je veux bien ne pas faire du populisme à 2 balles et dire ouais, tous pourris, ce serait absurde, mais il faut qu'ils fassent un effort, il faut qu'ils montrent autre chose. Donc j'entends l'argument de dire ouais, mais on s'en prend au RN, c'est pire ailleurs, mais dites-vous que ça, sur le plan de la réflexion, ça n'est pas sérieux. On ne peut pas tout relativiser comme ça. Hein. Ou alors on est au niveau, si vous voulez, de cet enfant de 9 ans qui rentre de l'école, qui a 8 sur 20, et son père il dit bah tiens c'est pas bon, enfin ses parents disent tiens c'est pas bon, et le gosse il dit oui mais le meilleur de la classe il a eu 9. Bah, ça veut dire que tu es dans une classe d'abrutis, donc c'est pas rassurant mon fils. Donc on en est là, si vous voulez. On est en train de se contenter du moins pire. Et ça, c'est un phénomène de décadence généralisé, où pour le coup, toutes les forces politiques majeures en présence ont leur part de responsabilité. Donc cet argument-là, je l'entends, et libre à chacun de le penser, mais pour moi, je le rejette parce que c'est un signe de décadence. Et si on veut lutter contre la décadence, si on veut faire en sorte que la France soit mieux demain que ce qu'elle n'est aujourd'hui, bon, ben, on se doit de refuser cette idée. En tout cas, c'est mon avis.
Si on avance, aujourd'hui, on entend l'histoire de « ouais, mais le RN est un ennemi du pouvoir ». J'ai entendu à droite à gauche parler de dissidence. Voilà, hein, pourquoi pas. On fait la comparaison avec la situation en Roumanie. Alors, là-dessus, je suis un peu grognon. Là, je vais pas vous mentir, ça m'a un peu fait monter la moutarde. Parce que la comparaison Marine Le Pen, Georgescu en Roumanie, elle a autant de sens que si vous me mettez torse nu et vous me mettez à côté de Brad Pitt. On est gaulé pareil, c'est-à-dire qu'on a deux tétines, un nombril, de la peau. Sur le papier, on est équipé pareil. Mais c'est pas la même. Je peux t'assurer que c'est pas la même. Si tu dois choisir une nuit torride, tu pioches pas le pangolin en chemise bleue, tu vois. Donc c'est pareil. Sur le papier, Marine Le Pen, Georgescu, on va dire oui, mais ils sont empêchés de se présenter. Attendez. Georgescu, on parle de quelqu'un qui critique l'Union européenne et qui, jusqu'à preuve du contraire, n'a pas fait marche arrière. C'est pas le cas de Marine Le Pen. Georgescu, c'est quelqu'un qui critique l'OTAN et qui, jusqu'à preuve du contraire, n'a pas fait marche arrière. C'est pas le cas de Marine Le Pen. Et plus largement, le RN avec la ligne Bardella, je vous en parle même pas. Georgescu, c'est quelqu'un qui, encore aujourd'hui, a des critiques très aiguisées sur le Covid. Marine Le Pen, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas le cas. Donc, moi, je veux bien qu'on compare les deux pour se rassurer en disant que Marine Le Pen est victime d'une cabale, d'un complot peut-être même. Mais restons sérieux. Quand même, restons sérieux. Parce que si on se raconte des histoires pour les enfants, à comparer des choses qui n'ont rien à voir simplement pour se rassurer, on va droit dans le mur. Parce que vraiment, ce sont des histoires pour les enfants. Et encore, je respecte les gosses, donc non, je pense que ce sont des histoires pour les gens qui veulent se leurrer tout seuls et qui sont prêts à gober n'importe quoi pour défendre une idéologie et une partisanerie politique. C'est votre choix, je le respecte. Que vous vouliez défendre Marine Le Pen, évidemment, et ça s'entend, ça se comprend. Mais on ne fait pas de bonne défense avec des mauvais arguments. Et en l'occurrence, la comparaison Marine Le Pen-Georgescu ne tient pas. Ne tient pas. Marine Le Pen a été éloignée des élections, jusqu'à preuve du contraire, pour des faits dont elle s'est rendue coupable. Georgescu, jusqu'à preuve du contraire, il n'a été rendu coupable de rien. Alors aujourd'hui, il y a une enquête, ils vont lui trouver des trucs, évidemment. Avec l'Union européenne derrière, ça, on s'en doute. Mais jusqu'à preuve du contraire, ça n'est pas comparable. Georgescu est un ennemi du pouvoir. Écoutez son discours, écoutez de celui de Marine Le Pen, et qu'on vienne m'expliquer que c'est la même. Je suis prêt à l'entendre, il n'y a pas de souci. Mais soyons sérieux. D'ailleurs, autre élément, pour moi le plus important, Călin Georgescu n'a jamais brossé le pouvoir roumain dans le sens du poil. Et encore moins le pouvoir de l'Union européenne. C'est quelqu'un qui est resté droit dans ses bottes, qui a assumé ses positions jusqu'au bout. Quand on voit le comportement du Rassemblement national, en l'occurrence des parlementaires, qui n'ont pas voté contre la nomination de Richard Ferrand au Conseil constitutionnel, est-ce que c'est ça être dissident ? Pour moi, c'est le point le plus saillant, où la comparaison Georgescu-Marine Le Pen, elle ne tient pas une seconde. Vous avez un parti, il y a moins d'un mois, à savoir le RN, qui a donné consigne à ses parlementaires de ne pas s'opposer à la nomination par Emmanuel Macron de Richard Ferrand à la tête du Conseil constitutionnel. Alors on va venir m'expliquer, oui mais ils n'ont pas voté, ils ont pas voté pour, ils se sont abstenus. Oui, alors en fait c'est pareil, hein, on va pas se mentir non plus, hein, l'abstention, sauf en matière sexuelle, en politique, c'est comme si tu l'avais fait, hein, on est d'accord. Donc quand vous voyez ça, c'est-à-dire, moi je veux bien entendre tout ce que vous voulez, mais quand on m'explique que le RN est un parti de dissidents, qui fait peur au pouvoir en place, et qui favorise l'arrivée de Richard Ferrand au Conseil constitutionnel, Ferrand qui est l'un des pires suppôts de la Macronie. Manuel Valls à côté, c'est Che Guevara. On est d'accord. Richard Ferrand, c'est vraiment, comme j'aime bien cette phrase, si c'était un cours d'eau, ce serait une gorge profonde. Et ça, depuis le début. Donc, quand Macron nomme Richard Ferrand, un mec qui avait ouvertement évoqué il y a un an environ, donc Richard Ferrand avait évoqué il y a un an environ, la possibilité d'un troisième mandat pour Macron, pour savoir qui est à la tête du Conseil constitutionnel aujourd'hui. Si demain, la Constitution est changée, on aura été prévenu. C'est ce que je vous dis. C'est pas de la prédiction, ce que je vous fais. Je lis les journaux et j'essaie de m'en rappeler. Quand tu colles les trucs, tu dis, tiens, on se fait baiser, c'est marrant. Bah oui, mais on aurait pu le deviner, on était tout nus et eux, ils étaient en érection. Bon, ben voilà. C'est une rencontre. Je suis pas le meilleur en SVT, mais ça, j'avais compris. Donc, quand le RN ne s'oppose pas à la nomination de ce genre de bonhomme, et qu'on nous explique aujourd'hui que le RN est dissident, on n'a pas la même définition de la dissidence. Autre exemple,
la non-censure en février 2025 concernant le budget. On rappelle que les députés du RN, sur ordre de Bardella, n'ont pas voté la motion de censure. Si ça, c'est de la dissidence, moi, je suis majorette. Et demain, si vous voulez, je vous fais un show, je peux vous assurer qu'il n'y a pas grand monde qui va être excité. Donc, soyons sérieux. Soyons sérieux. Ayez vos idées, ayez vos partis pris, ayez vos idéologies, je le respecte, mais ne nions pas le réel, quand même. Faut pas déconner. Et sur ce point-là de la comparaison Georgescu-Le Pen, on se met le doigt dans l'œil jusqu'au fiac. Et vraiment, il faut un grand doigt. Donc, on n'est pas sérieux. Ensuite, sur cet aspect-là, sur ce que je vous dis, sur la nomination de Richard Ferrand, ça aussi, on aurait pu le voir venir. Quelle surprise, je vous l'avais dit. Le Rassemblement national, pour moi, si vous voulez, c'est... comment dire... j'ai beaucoup de métaphores sexuelles, c'est ça qui est embêtant. C'est que je pense que ça dit quelque chose de ma psychanalyse. Bon, tant pis, je ne vais pas la faire, parce que sinon, voilà. Mais le Rassemblement national... Je vous l'avais dit, hein, quand ils ont favorisé, enfin, qu'ils ne se sont pas opposés à la nomination de Richard Ferrand, je vous avais dit, c'est un coup politique à 2 balles, où ils doivent se dire, tiens, le Conseil constitutionnel pourrait potentiellement peser dans la future décision. On rappelle d'une décision finale qui n'est pas rendue par le Conseil constitutionnel. Il ne pouvait que donner une sorte de tendance. Le RN a dû se dire, en bons stratèges politiques qu'ils sont, ça se voit, hein, ils ont dû se dire, on va favoriser Ferrand. Comme ça, on aura un renvoi d'ascenseur. Bon, ils ont pris un renvoi d'ascenseur, mais dans la gueule. C'est-à-dire que, oh, quelle surprise, le Conseil constitutionnel ne s'est absolument pas mouillé, et la décision est sévère. Évidemment qu'elle est sévère. Donc, j'ai l'impression que le Rassemblement national, c'est quelqu'un qui a des hémorroïdes, qui va chez le proctologue, et qui y retourne une 2e fois pour l'ambiance. Tu vois. Parce qu'en fait, c'est pas si mal. Et tu sais, le médecin dit, mais vous n'avez plus rien. Vérifiez quand même. Voilà, non mais voilà, l'extincteur dans la salle d'accueil, non. Donc, on en est là. Je veux dire, le RN, à 2000 km, ils auraient pu voir qu'ils allaient se faire avoir. Eh bien, ils se sont fait avoir. Donc, aujourd'hui, au-delà de la décision, au-delà de tout ce que je viens de vous dire jusqu'à présent, j'aimerais qu'on mette quand même sur la table la question de la sincérité du projet politique du RN. Est-ce que leur projet, c'est de passer pour des pompes à vélo éternellement ? Parce que le fait de ne pas s'opposer à Richard Ferrand en espérant un renvoi d'ascenseur, il faut quand même être débile. Je suis désolé, mais stratégiquement, il faut être débile. Pour penser que la Macronie va faire un cadeau à qui que ce soit, à part des cadeaux fiscaux, là, il n'y a pas. Tu vois. Donc c'est complètement fou. C'est-à-dire qu'ils continuent ce genre de manœuvre à 2 balles, et forcément qu'ils se font taper dessus. Forcément. Donc... il y a cet élément-là sur la nomination de Richard Ferrand. Je vous l'avais dit déjà à ce moment-là que c'était incompréhensible. Et le deuxième point, c'est aussi le retour de bâton sur une chronologie un petit peu plus longue. Mais on rappelle qu'au moment, et ça c'est très important de voir sur le temps long, au moment où le RN commence les pratiques d'assistants parlementaires factices, donc en gros commence à détourner du pognon, à ce moment-là, le RN est encore dans une ligne contre l'Union européenne. Donc, ils pouvaient se dire, on va enrhumer les instances européennes, on va leur prendre du pognon, de toute façon, on s'en fout, on est contre eux. Là, il y a un retour de bâton sur 10 ans, où l'Union européenne, parce que maintenant le RN a baissé le slibard, et ils te disent, non mais finalement, le Frexit, laissez tomber, c'est complotiste, on va changer de l'intérieur. Cette fameuse stratégie du chirurgien esthétique qui te refait la rate, ce qui n'arrive jamais. Tu vois. Et bien, ce qui est intéressant, c'est qu'ils se prennent aussi un retour de bâton là-dessus. En disant, ben oui, mais attendez, quand vous nous voliez du pognon en espérant quitter l'UE un jour, tu peux t'en sortir. C'est comme un braquage. Tu prends des bijoux, tu as prévu de te sauver. Mais si à un moment donné, tu te dis, bah, je suis pas mal dans cette bijouterie, tiens, le canapé, ben, on va dormir là. Bon, ben là, on va t'expliquer, ben oui, mais attends, du coup, va falloir rendre les bijoux. Parce que si tu veux t'installer là, il n'y a pas de problème, mais il va falloir rendre les bijoux. Donc, ils se sont fait avoir. Et aujourd'hui, on leur demande simplement de rendre les bijoux. Vous avez voulu vous normaliser. Alors on va vous traiter normalement. Et donc, ils prennent ce genre de peine. C'est un retour de bâton et qui est tout à fait pratique. On va y venir. Parce que, là encore, et j'enchaîne un petit peu, on arrive gentiment à la conclusion de ce que je voulais vous dire. Il y a quelques réflexions, dont certaines qui vont vous faire bondir, certains, mais c'est ce que j'aime. À la lumière de tout ce que je viens de vous dire, hein, avec tous ces éléments qui sont sur la table, c'est là où mon côté Nostradamus de Stockomanie prend le dessus.
c'est une autoroute pour Bardella. Alors, bison futé, bison, voilà. Futé, il faut voir. Mais il a des lunettes. Donc déjà, avec des lunettes, c'est un peu plus sérieux. C'est l'autoroute annoncée pour Bardella. Je vous l'avais dit, c'était cousu de fil blanc. Déjà en interne, une scission était en train de s'opérer au RN entre les équipes de Marine Le Pen et les équipes de Jordan Bardella. Maintenant, avec Marine Le Pen potentiellement hors jeu, on va voir, hein, potentiellement hors jeu, c'est l'autoroute annoncée pour Bardella. Mais c'est même plus qu'une autoroute parce que la décision politico-judiciaire qui a été prise va renforcer le RN. Et là, vous allez dire c'est complotiste, mais c'est pas grave, vous connaissez la maison. Ce renforcement du vote RN qui s'opère dès maintenant, hein, regardez les réactions sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens disent « mais c'est un scandale, j'hésitais à voter RN, maintenant j'y vais, le système est contre le RN ». Comme j'essayais de vous le démontrer, je ne le pense pas, et voilà pourquoi je pense sincèrement que c'est une manœuvre du système très intéressante pour Bardella, où on en fait une figure de la dissidence sur une manœuvre qui était parfaitement anticipable, qui se déroule à merveille, comme du papier à musique, parce qu'on est en train de donner au RN les faux habits de la dissidence. Jusqu'à présent, ils avaient des vrais habits. Alors, un peu en haillons. Il y a eu Jean-Marie Le Pen, là, c'était les vrais habits. Tu as eu l'histoire avec Maigret, la première scission, parce que c'est leur truc, les scissions au RN. Hein. Bon, les habits ont commencé à s'user. Avec Marine Le Pen, c'est elle qui les a définitivement déchirés. Avec Bardella, ils sont à poil. Ils sont complètement à poil. Tout le monde a vu qu'il n'y a plus un sucre de dissidence dans le RN. Donc maintenant, le système médiatico-politique est en train de leur donner des habits neufs pour continuer à faire croire aux gens qu'il s'agit de la dissidence, ce qui était le cas avant, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc, on leur donne les faux habits de la dissidence. Et c'est Jordan Bardella. C'est exactement Jordan Bardella. Où on va te dire, mais... et j'y viendrai juste après un peu plus en détail, regardez la parole portée par l'extrême droite, on veut la censurer avec C8, parce que je vais faire le lien avec ça, vous en doutez. La parole du RN, on veut la censurer, on a mis Marine Le Pen hors jeu, Georgescu, la dissidence, donc on met Bardella, mais on met Bardella dans les positions du sauveur de cette extrême droite qu'on veut faire taire. Sauf que, qui est Jordan Bardella ? C'est quelqu'un qui accourt à Bruxelles pour applaudir Zelensky. C'est quelqu'un qui te dit que la menace, c'est la Russie. Hein, il y a encore quelques jours, je vous renvoie vers l'épisode 188 de La Farce Tranquille. Jordan Bardella, c'est quelqu'un qui n'a aucun problème avec la ligne néolibérale de la Macronie. Écoutez ce que dit Jordan Bardella sur la réforme des retraites, ça se passe de commentaires. Donc Jordan Bardella, c'est le prolongement de la Macronie avec les habits de l'extrême droite. Mais ça n'est ni plus ni moins qu'un carnaval. Et c'est là où le fait de mettre Marine Le Pen hors jeu est très intéressant. Et c'est une très bonne nouvelle, j'y viendrai dans ma conclusion, parce que le système a fait tomber le masque. On voit les manœuvres désormais. Marine Le Pen, il y avait une incertitude. C'était peut-être quelqu'un qui pouvait changer son fusil d'épaule, comme elle l'avait fait sur la question du Frexit. Elle était pour il y a un peu plus de 10 ans, finalement elle était contre. Mais de par le patronyme, de par l'héritage politique, Marine Le Pen, je pense qu'ils n'avaient pas complètement les mains sur elle. Et ils se sont dit, elle peut peut-être nous claquer entre les doigts, nous ressortir son histoire de retour au franc, ou peut-être de Frexit, ou ne pas complètement suivre la ligne. Avec Jordan Bardella, ils ont mis Action Man. Et Action Man, tu peux lui tordre les bras, je ne sais pas si vous avez déjà joué à Action Man, mais tu tords les jambes, tu te tournes la tête. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Rappelez-vous le débat Bardella-Attal. À part ce mauvais remake de... Retour à Brokeback Mountain, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer les différences politiques entre Bardella et Attal, à l'exception de la question de l'islam et de l'immigration ? Surtout l'islam, parce que sur l'immigration, dans la mesure où tu ne critiques pas l'Union européenne, tu n'es pas maître de ton immigration. Hein, je reprends, c'est Pierre-Yves Rougeron qui explique ça très bien. Vous voulez fermer les fenêtres, mais si c'est pas vous qui gérez la porte, vous êtes marron. Donc, qu'on m'explique les différences politiques profondes entre Bardella et Attal, à l'exception de la question de l'islam. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est une autoroute pour Bardella, parce que c'est une autoroute avec l'aveuglement volontaire des gens. Pour certains, qui vont voir dans Bardella une sorte de Jeanne d'Arc avec des pectoraux, d'un candidat qui va être le représentant d'une parole d'extrême droite censurée. Mais il n'y a pas de censure.
je le redis, Jordan Bardella n'est aucunement le symbole de la dissidence, qui plus est d'un parti, comme je vous l'ai démontré, qui n'a, ces dernières années, jamais eu de comportement dissident, et qui est même aligné sur des positions du pouvoir, et qui facilite les positions du pouvoir. C'est l'histoire Ferrand. Donc, aujourd'hui, 2027, la salade, elle est simple. Vous avez des proto-Macron, si j'ose dire, sur la ligne de départ. Glucksmann, Bardella. Alors, tous les Playmobil de la Macronie, on ne sait pas lequel va aller. Hein, Attal, Darmanin, Philippe, on ne sait pas trop qui va y aller, mais il y en aura bien un. Le PS va nous mettre Glucksmann ou Boimran, donc voilà, on est tranquille. L'extrême droite, ce sera Bardella ou Knafo. Vous savez ce que je pense de Sarah Knafo. C'est pareil, en fait, en vérité. Vous voyez la ligne de départ avec les candidats. Bon, bah voilà. Hein. Est-ce qu'il y a besoin de vous faire un dessin sur le fait qu'il y a, sur cette ligne de départ, que des candidats parfaitement alignés avec les enjeux de l'Union européenne, donc des enjeux américains, donc des enjeux qui ne sont pas ceux du peuple français, malgré toutes les belles promesses des uns et des autres. Donc, pour finir cette séquence, les amis, sur la conclusion de ce que je voulais vous dire, première nouvelle, le système choisit ses candidats. Oh, mon Dieu, la découverte, on ne savait pas. Ce qu'il faut retenir de la décision qui a été rendue contre Marine Le Pen, c'est que, je le pense très sincèrement, Marine Le Pen faisait peut-être un peu trop peur. Comme j'ai essayé de vous le démontrer, le RN, c'est pas non plus les punks à chiens qui sont prêts à tout cramer face à Macron. C'est pas les plus gros opposants. Pour autant, je pense que Marine Le Pen, ils n'étaient pas certains de pouvoir vraiment la contrôler. Avec Bardella, ils sont tranquilles. Ils sont tranquilles, je vous l'ai dit, sur toute la ligne. On débattra après, bien évidemment, et ceux qui veulent venir sur le Discord, avec grand plaisir, pour en discuter, les amis. Dites en commentaire ce que vous en pensez. Je pense que Bardella, c'est une phrase que je fais souvent, trop souvent. Bardella, c'est Gabriel Attal avec 6 mois de plus chez Basic Fit. Qu'on me démontre le contraire. Qu'on me démontre le contraire. Et on rappellera quand même que Bardella, de manière indirecte, est concerné par l'affaire aussi, avec cette histoire d'agenda qui a été modifiée et tout ça. Mais il n'est pas dans le sac. En tout cas, dans le traitement médiatique qui est fait. Donc, ce que je trouve intéressant, et c'est pour ça que je parle d'une très bonne nouvelle dans ce qui se passe, c'est que la manœuvre est grossière. C'est pas beau. Ça se voit. C'est comme une mauvaise pièce de théâtre où le rideau est un petit peu usé. Vous voyez la machinerie derrière. Donc, on est en train actuellement de fabriquer la dissidence pour 2027. Mais c'est une dissidence qui est encadrée. Là où Marine Le Pen ne rentrait pas complètement dans le moule, avec Jordan Bardella, vous avez une dissidence parfaitement encadrée, de quelqu'un qui est parfaitement aligné et qui ne remet jamais en cause la ligne néolibérale qui est au pouvoir, et encore moins la ligne pro-Union européenne. Donc, c'est ça la fausse dissidence. On prépare l'illusion d'une alternative pour le peuple. Et les gens vont y croire. Avec ce qui se passe aujourd'hui, regardez, mais vraiment l'hystérie collective qui s'est emparée des gens, même de certains personnages qui ne sont pas forcément pro-RN, et qui t'expliquent que c'est un coup d'état des juges, que c'est un scandale, que 2027, que machin. Une question, jusqu'à preuve du contraire, est-ce que vous avez vu des manifestations en France sur ce coup d'état terrible qui va ruiner la démocratie, Est-ce qu'il y a une manifestation quelque part en France au moment où je vous parle? Donc déjà, c'est dire au-delà des portes de Twitter ce que les gens en ont à foutre. Alors j'espère me tromper, et au moment où vous verrez cette vidéo, qu'il y a eu des manifestations en France. Mais jusqu'à preuve du contraire, ça en dit long aussi sur le niveau de tolérance que nous avons face à ce système qui fabrique les conditions de sa pérennité. Donc, cette illusion du RN, d'un parti qu'on veut étouffer, qu'on veut faire taire avec à sa tête Bardella, c'est une fausse dissidence. C'est une dissidence qui est fabriquée, qui est parfaitement bricolée. Et pour moi, cette situation se rapproche parfaitement de la situation de C8. Ça m'a valu quelques crottes de nez, c'est normal, mais C8, c'est pareil. Je vous disais exactement la même chose. On ne fait pas partie de la dissidence quand on est détenu par quelqu'un comme Vincent Bolloré, qui en 2016, à travers les médias qu'il détenait déjà, a contribué à fabriquer le personnage Macron, a contribué à normaliser l'histoire du couple Macron, surnommé 1439. Je rappelle quand même que tous ceux qui applaudissent Bolloré aujourd'hui critiquent dans le même temps la fabrication d'un couple issu d'un détournement de mineurs. Et les médias de Bolloré l'avaient normalisé à l'époque. Soit dit en passant, quand même. Donc, ça n'est pas la dissidence. Bolloré, ça n'est pas la dissidence. C8, ça n'est pas la dissidence. Depuis ma vidéo sur C8, on a appris que Hanouna rebondissait sur M6, ça on le savait déjà,
Et on a appris que depuis, il sortait apparemment, si on en croit Paris Match, alors avec toutes les réserves nécessaires, on a appris qu'il sortait avec la fille de Brigitte Macron. Alors si c'est ça la dissidence, peut-être que c'est une histoire à la Roméo et Juliette, hein, ou Roméo et Roméo, mais bon, si c'est ça la dissidence, effectivement, c'est curieux, c'est original. Donc C8, c'est pareil. On vous a fait le même déroulé de propagande, exactement le même, à vous expliquer que c'était une atteinte à la liberté d'expression. Hanouna ponctuait ses messages de vive la liberté. Voilà, hein, tu vois, hein, pour une émission qu'il a arrêtée 2 semaines plus tard, parce que ça ramenait pas de pognon. Comme quoi, apparemment, la liberté d'expression a un prix. Sauf erreur, il pouvait peut-être le financer sur ses deniers pendant un temps, pas de manière infinie, c'est pas non plus un philanthrope. Mais c'est marrant, cette liberté d'expression qui, quand elle ne ramène pas de pognon, ben on l'arrête. Parce que c'est pas rentable auprès des annonceurs. Donc, je vais pas vous refaire toute l'histoire de C8, mais on avait déroulé le même mécanisme, où on crée, si vous voulez, une hystérie populaire, on crée une vague d'indignation, où on fait croire aux gens qu'on fait taire la dissidence. Il n'y a pas plus de dissidence du côté de C8 que du côté du Rassemblement national. En témoigne le réel. En témoigne ce que je vous dis là. Donc, pour moi, ce qui se passe, et pour finir là-dessus, les amis, à la lumière de tout ce que je vous ai dit, les conditions de 2027 sont parfaitement réunies, où on a créé, fabriqué une fausse dissidence d'extrême droite, avec tous les piliers nécessaires pour que l'édifice tienne debout, un parti politique, donc le RN, qu'on veut supposément faire taire et bâillonner, des médias d'extrême droite qu'on veut supposément faire taire et bâillonner, et des milliardaires qui sont derrière, M. Sterrin, M. Bolloré, des milliardaires qu'on trouve derrière, pour financer toute cette mascarade et fabriquer le mouvement comme il faut. Donc l'autoroute est créée pour 2027. Aujourd'hui, là, on verra, je ne suis pas devin non plus, mais je ne vois pas comment Jordan Bardella peut perdre cette élection. À moins d'être véritablement nul, et ça c'est possible, c'est pour ça que j'ai quand même des doutes, parce qu'il nous a prouvé qu'il était capable d'être incapable. Je ne vois pas comment il peut perdre. Vraiment. Affaire à suivre, mais on fait monter les enchères. L'alternative semble plus évidente que jamais avec cette extrême droite qu'on veut faire taire. N'oubliez pas la réalité de ce qu'est aujourd'hui devenu l'extrême droite et cherchez, avant de voter, cherchez quelle est la différence avec la Macronie. Et cette question, elle est valable pour tous les candidats que vous aurez en 2027. Regardez ceux qui sont sur la ligne de départ. Regardez ce que vous reprochez à la Macronie. Et regardez si vous pourriez le reprocher une fois que ces candidats auront appliqué leur politique, s'ils arrivent à l'Élysée. Et ça va vous faire tout drôle. Donc voilà un peu les amis. Ce que je voulais vous dire là-dessus, sur cette longue analyse, alors un petit peu plus dure, plus longue que d'habitude, mais je voulais prendre le temps d'essayer d'être précis dans tout ça. Les amis, dites-moi bien sûr ce que vous en pensez.